Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux 20e journée du groupe de réflexion en psychopathologie cognitive. Bienvenue à Lyon. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans cette belle ville, dans ces très beaux locaux que l'université nous a permis d'utiliser. Ces journées vont se centrer sur les interactions sociales et le rôle de la cognition dans celle-ci. Et nous espérons que le programme que nous avons préparé satisfera la curiosité de chacun d'entre vous. On aimerait remercier donc toutes les personnes qui se sont inscrites, qui sont présentes et qui vont présenter, ou pas d'ailleurs, quelque chose de leur travail. Nous remercions aussi le groupe de réflexion psychopathologie cognitive qui nous a sollicité pour organiser ces journées. Et évidemment, nous remercions également le comité d'organisation qui a passé une année entière pour préparer ces programmes, trouver les locaux, trouver les financements. Ça n'a pas été facile avec les coupes budgétaires et puis les grandes incertitudes. Mais nous voici donc aujourd'hui, 15 mai, première journée, et nous lançons donc l'ouverture de ces journées. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous de vous être inscrits si nombreux à ce congrès. Moi, je tiens à remercier tout spécifiquement Georges Michael d'avoir porté avec beaucoup de courage et de détermination durant une année, tu l'as précisé, l'organisation de tout ce congrès, aidé d'Élodie Pérou, qui s'est aussi beaucoup investie au quotidien, qui nous a relancé par mail pour que ce beau congrès puisse voir le jour. Alors, je profite de ce bel auditoire pour vous dire quelques mots sur le Centre d'excellence troubles du neurodéveloppement iMind, que j'ai le plaisir de coordonner et qui a soutenu, grâce à son équipe, Jennifer Benetton, Marine Defay, Lucille Herzog, qui a soutenu l'élaboration de ce congrès et qui va permettre sa diffusion également en ligne. Donc, le Centre d'excellence iMind, il est ouvert à toutes et à tous. Donc, vous pouvez vous connecter, vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez bénéficier des webinaires, toutes les journées scientifiques qui sont organisées. Donc, c'est un centre qui a été labellisé assez récemment, en 2020, dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, dont on parlera assez largement aujourd'hui, et qui permet de faire le lien entre la recherche, les usagers et la clinique. Et je crois que c'est aussi la thématique qui est au cœur de ce congrès du GREPACO, avec une interaction forte entre les chercheurs, les médecins et les personnes concernées. Et donc, le Centre d'excellence iMind est spécifiquement dédié aux problématiques de l'adulte. Et on rappelle que les adultes sont restés les grands oubliés des différentes stratégies pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Et on espère réparer un petit peu les choses. Nos axes directeurs, rapidement, c'est tout d'abord l'inclusion, la déstigmatisation, la sensibilisation du grand public. Donc, on fait un certain nombre d'actions qui nous permettent de parler d'autisme, de parler de TDAH, de parler de troubles du développement intellectuel, à la fois auprès des professionnels et à la fois auprès du grand public en communiquant des informations scientifiques. On essaie d'innover dans la formation parce qu'on a pris du retard dans la formation aux troubles du neurodéveloppement en France et en particulier à destination des adultes. On a assez peu de médecins de l'adulte qui sont formés aux troubles du neurodéveloppement. Et on essaie de mieux comprendre les formes les plus complexes de troubles du neurodéveloppement pour pouvoir aider les plus fragiles parmi les plus fragiles. Et on développe également une recherche translationnelle et participative. Alors, c'était juste un petit mot pour vous inciter à nous rejoindre sur les réseaux et à co-construire avec nous ce beau projet. Alors, un immense merci à
tous les acteurs qui ont soutenu ce congrès. Donc l'équipe du Centre d'Excellence iMind, j'ai cité Jennifer Benetton, Marine Defay, Lucille Herzog, mais également Kylian Dumas et Amélie Soumier qui ont aidé à l'élaboration de ce congrès. Le laboratoire EMC, donc Georges Michael, mais aussi Pascal Colliot, Tiffaine Caudrelier, Gaëne Plancher, Geoffrey Durand et Anna Chenet, qui se sont investis avec énormément de dynamisme dans ce congrès. Et puis l'équipe du Vinatier, ça n'a pas toujours été facile, mais qui a remué ciel et terre pour pouvoir faire aboutir les choses. Donc Élodie, mais aussi Marie-Noëlle Babinet, Gabriel Chénois, Romane Chazelle et Stéphanie Lefebvre. Et puis enfin, merci à nos sponsors qui ont permis l'élaboration de ce congrès. Donc l'Université Lyon 2, bien sûr, qui nous accueille, la filière de santé maladies rares Andirare, le laboratoire EMC, l'IRESP, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'école doctorale UNESCO et également le centre hospitalier Le Vinatier. Voilà, je ne serai pas plus longue et je vous remercie une fois encore de votre présence si nombreux et je passe la parole à Joël Bilieu. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, forcément, c'est dans l'autre sens. Voilà. On fait tout à l'envers chez nous. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici dans cette salle incroyable, je dois dire. D'ailleurs, je cite Céline Bayance, que j'ai entendue ici devant et qui a dit « ça claque sa maman en entrant ». Comme ça, tu as pu me donner de quoi dire quelque chose de bête en début d'introduction. Non, plus sérieusement, je voudrais remercier les organisatrices, les organisateurs pour ce Grepaco 2025 à Lyon, ici. Il y a eu beaucoup de travail derrière. Il y a eu beaucoup d'emails, ça fait une année que les organisatrices et les organisateurs s'arrachent sur ce congrès pour inviter les gens. Enfin, voilà, donc j'ai vu de loin beaucoup de ce travail qui a été fait et je voudrais les remercier avec beaucoup de diligence, avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de rigueur et d'efficacité. Et je tiens aussi à m'excuser à Élodie pour les 43 mails des 2 dernières semaines au moment où je me suis réveillé. Voilà, et toutes les réponses étaient rapides et efficaces et on est là aujourd'hui. Je veux juste dire quelques mots de la part du comité scientifique. Pas grand-chose, mais peut-être que certaines ou certains d'entre vous ici sont là pour la première fois au Grepaco, donc je vais profiter de donner aussi quelques informations sur ce qu'on fait, et peut-être ça vous intéressera. Voilà, donc on a un site internet avec un certain nombre d'informations. Ici, je voudrais juste revenir sur ce qui fait aussi un peu l'essence du Grepaco. On a commencé il y a une quinzaine d'années, même si c'est la 20e. Au début, on était très peu nombreux, 10, 15 personnes. C'était facile à organiser. J'ai organisé à Genève, il y avait 10 personnes, c'était plus simple. L'idée, c'était d'avoir des ateliers, d'avoir des présentations un peu informelles, d'avoir aussi des travaux doctoraux présentés dans les premières étapes, etc. Peu à peu, ben voilà, ça a pris de l'ampleur, ça s'est, on va dire, mué dans un congrès scientifique peut-être plus traditionnel. Il ne faut pas oublier qu'on a la place pour des ateliers, qu'on a la place pour des projets collaboratifs. C'est aussi ça qu'on veut donner comme plateforme aux gens pour le Grepaco. D'ailleurs, c'est avec plaisir que j'ai vu le retour d'un certain nombre d'ateliers. Alors certains sont des sympo ateliers un peu hybrides, on n'était pas tout à fait sûr, mais certains apparaissent comme ateliers dans le programme. Et voilà, on voulait le souligner. Et n'oubliez pas que le Grepaco peut aussi être une plateforme pour lancer des projets collaboratifs impliquant des prises de données multisites et autres. C'est des choses qui ont été mises en place dans les années précédentes et c'est des choses qui pourraient être remis en place dans le futur. Donc n'hésitez pas, toutes ces informations-là sont sur le site. Si vous n'êtes pas membre du Grepaco, c'est pas compliqué, vous pouvez devenir membre assez facilement avec les informations qui sont sur ce slide. J'imagine les choses seront probablement à votre disposition si vous êtes intéressé. Vous pouvez ensuite recevoir les mails, puis être considéré comme membre du Grepaco facilement. Il n'y a pas de cotisation, on ne fonctionne pas de cette manière-là. Puis comme ça, vous avez les infos sur les congrès, vous avez les infos sur des questions qui touchent la psychopathologie cognitive, potentiellement des choses qui vous intéressent. Alors, voilà, on a eu un certain nombre d'éditions passées. On va avoir, je l'espère, des éditions futures. Je me permets ici aussi de faire un appel au nom du
comité scientifique du GREPACO, on cherche des lieux pour organiser les prochains GREPACO 2026, 2027, 2028. Donc si à un moment donné, vous avez la velléité et l'envie de vous lancer dans cette entreprise, vous pourriez me parler, nous parler. Il y a plusieurs membres du comité, ou nous contacter par email si vous préférez, etc. N'hésitez pas, on est vraiment en recherche et on peut aussi vous donner évidemment toute une série de conseils, nos propres expériences. On l'a presque toutes et tous organisé à un moment donné au sein du comité, donc on est là aussi pour donner un coup de main quand il y a besoin, s'il y a besoin. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose d'autre à dire ce matin. Je voulais encore vous remercier une fois et puis vous souhaiter un bon congrès, de bonnes conférences et puis merci encore pour cette organisation et ces événements qui vont venir. Eh bien, après cette petite présentation, nous avons le plaisir d'accueillir ici Massil Benbourish, qui est maître de conférences habilité à diriger les recherches en psychologie et justice à l'Université de Lille. Donc Massil a accepté bien de présenter un travail sur le traitement de l'information sociale en violence sexuelle. Cette conférence plénière est d'une durée de 40 minutes, suivie de 20 minutes de questions. Et j'ai le plaisir d'être le modérateur de ce travail. Alors désolé, je n'ai pas de Mac, d'accord, donc je ne sais pas comment on passe en mode plein écran, mais j'ai confiance en... Ah, voilà, première réussite. Merci Jean. Et je vais juste prendre le pointeur. Si jamais. Je te remercie. Merci beaucoup. Tout marche bien ? Parfait. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, merci Georges pour l'introduction. Donc, je suis enseignant-chercheur en psychologie et justice à l'Université de Lille, au laboratoire Psytech. Je suis également chercheur à l'Institut national de psychiatrie légale du Canada, Philippe Pinel, et psychologue associé à l'unité régionale de soins pour les auteurs de violences sexuelles du CHU de Lille. Et avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier le comité d'organisation du GREPACO, et en particulier Georges et le comité local pour leur invitation. Je suis extrêmement heureux et aussi très honoré de pouvoir ouvrir le GREPACO, les 20e journées du GREPACO, avec une présentation sur la question du traitement de l'information sociale et de la cognition sociale en matière de violences sexuelles. Alors, lorsque j'interviens sur la question des violences sexuelles, j'ai pour habitude de prendre un petit peu de temps en introduction pour rappeler quelques éléments d'information, notamment quelques chiffres, avec l'objectif de rappeler le contexte beaucoup plus global et beaucoup plus complexe que la seule question de la cognition sociale, dans lequel s'inscrivent les travaux autour de l'étude et de la prévention des violences sexuelles. Je n'exclus pas une certaine redondance pour certains d'entre vous sur les informations qui seront présentées. D'avance, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais ça me semble important de rappeler un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, quand on tombe par violence sexuelle, on va trouver pléthore de définitions dans la littérature, mais une définition relativement consensuelle est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui va définir les violences sexuelles comme tout acte, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle, dirigé contre la sexualité d'une personne en utilisant la coercition. Pour avoir une idée de l'ampleur des violences sexuelles, on a une confiance relativement limitée dans les données officielles, qu'il s'agisse de données de police et de justice, et je vais illustrer ça dans quelques instants, et on préfère se référer à des enquêtes ou des études de victimation ou de perpétration, des enquêtes de prévalence, en interrogeant directement les personnes, idéalement à partir d'échantillons représentatifs d'une population. Si on s'intéresse à la question de la victimation, les données internationales issues de différentes enquêtes convergent et indiquent qu'au moins une femme sur 5 à une femme sur 3 va être victime de violences sexuelles au cours de sa vie. Par ailleurs, il faut rappeler que même si les taux de victimation sont inférieurs pour les hommes, ils sont également victimes de violences sexuelles. À titre d'exemple, on cite encore régulièrement l'étude de Brading qui remonte à une dizaine d'années pour documenter l'ampleur des violences sexuelles, qui est une étude qui a été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population états-unienne et qui en arrive à la conclusion qu'au cours de leur vie,
environ 1 femme sur 5 et 2% des hommes vont être victimes de viol. Et lorsqu'on élargit la question des violences sexuelles à d'autres formes de comportement, on considère qu'un peu moins d'1 femme sur 2 et qu'un peu moins d'1 homme sur 4 va être victime d'une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. Ce sont des données qui sont en partie confirmées par une publication toute récente dans le Lancet, qui remonte au 5 ou 7 mai, donc il y a une petite semaine, qui s'est intéressée spécifiquement à la prévalence des violences sexuelles sur mineurs, avec pour force d'avoir agrégé l'ensemble des données mondiales sur cette question-là, et avec comme constat qu'on estime que 1 femme sur 5 et 1 homme sur 7 va être victime d'une forme de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans, avec, et c'est ce que cherche à illustrer ici cette représentation graphique, une certaine variabilité en fonction des pays ou des situations et des continents. On peut aussi chercher à rendre compte de l'ampleur des violences sexuelles en interrogeant la perpétration. Et là encore, les données sont relativement consistantes à travers le temps, mais aussi à travers l'espace, et permettent d'estimer que 20 à 40% des personnes reconnaissent au moins un fait de violence sexuelle commis depuis l'âge de 14 ans, non judiciarisé. À titre d'exemple, dans le cadre d'une étude sur un échantillon relativement important qu'on a mené avec des collègues, notamment au Canada, donc à peu près 2000 personnes, on a 30% des répondants qui répondent avoir commis une forme de violence sexuelle au cours de leur vie, avec, comme vous le voyez, une certaine variabilité, avec une prévalence de la perpétration qui est davantage de l'ordre de 40% pour les hommes et de 20% pour les femmes. Plus proche de nous, en matière de population étudiante française, on mène depuis quelques années un certain nombre d'études pour documenter la prévalence des violences sexuelles, notamment dans le cadre de la thèse de Maxime Escarguel, et où on en arrive à la conclusion, à partir d'une série d'études, on a 5-6 études sur différents échantillons, qu'en moyenne, 40% des étudiants rapportent avoir commis un fait de violence sexuelle depuis l'âge de 14 ans. Et information également à ne pas oublier, 18% des étudiantes ont rapporté au moins un fait de violence sexuelle, la plupart du temps dans le cadre de relations hétérosexuelles. Autrement dit, avec un homme victime de violences sexuelles. Pour continuer un petit peu sur quelques chiffres et dresser le portrait de la question des violences sexuelles, on peut aussi interroger les violences sexuelles au travers des stratégies qui sont privilégiées pour obtenir une relation sexuelle malgré l'absence de consentement. Et là, une donnée qu'il faut rappeler avec insistance, c'est que la force physique ou l'utilisation d'une arme reste peu fréquente. Dans la très grande majorité des situations de violence sexuelle, la violence sexuelle va être la conséquence de l'utilisation de manipulation ou d'un ensemble de pressions verbales, mais également de l'intoxication du partenaire ou de la partenaire, qu'il s'agisse de drogue ou d'alcool. Il s'agit bien évidemment pas de minimiser la question de la force ou de l'utilisation d'une arme, mais ça reste une stratégie peu prévalente et c'est quelque chose qui est confirmé aussi bien par des études de perpétration quand on interroge les personnes sur les comportements qu'ils ont commis et de victimation quand on interroge les personnes victimes. Et là, c'est la partie basse des résultats qui sont présentés où on a à peu près constamment cette distribution dans les différentes études avec une forte représentation des stratégies verbales, la question de l'intoxication et de manière plus marginale, la question de la force physique ou d'utilisation d'une arme. Dernier élément qui semble important de considérer et qui va avoir une implication pour la suite de la présentation qui n'est pas, à mon sens, en tout cas à négliger, c'est lorsqu'on met en perspective les données officielles, qu'il s'agisse de données de police ou de données de justice avec les enquêtes de prévalence, on a la constance de ce qu'on appelle le rapport de 1 sur 10. Autrement dit, et c'est cohérent dans la littérature, on va considérer que seulement une situation de violence sexuelle donne lieu à un dépôt de plainte, 1 sur 10, mais également que seulement une plainte sur 10 va donner lieu à une condamnation. Et pour illustrer ça, rien de tel qu'un rapport qui a été publié par l'Institut des politiques publiques à la suite du travail de Maël Stricot, et c'est un rapport qui date de 2024, donc extrêmement récent, et qui traite des données de justice française de la période 2012 à 2021, et qui en arrive à la conclusion d'un taux de classement sans suite en matière de violence sexuelle de 86%. Okay, donc on est proche de ce rapport de 1 sur 10. Et cette question du classement sans suite, elle concerne des violences sexuelles qu'on va appeler de bas spectre en criminologie, mais également la question du viol, avec 60% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite.
donc qui ne donnent pas lieu à des poursuites. Dans ce travail qui est extrêmement riche de Maëlle Stricot, qui traite des violences conjugales et également des violences sexuelles, et ici je n'aborde que la question des violences sexuelles, on a donc seuls 14% des suspects impliqués dans des affaires de violences sexuelles qui sont finalement jugés, et parmi ces 14% d'individus jugés, seuls 13% vont être reconnus coupables. Okay ? Donc je ne suis pas en train de vous dire que 13% des personnes qui ont été identifiées par les autorités sont condamnées. Je vous dis que 13% des 14% qui font l'objet d'une poursuite sont condamnés en matière de violences sexuelles. Autrement dit, une première étape, quand on prend tous ces chiffres en termes de victimation, de stratégie, de poursuite, une première chose qu'on va devoir faire collectivement, ça va être interroger nos propres représentations autour des violences sexuelles, à savoir finalement qu'est-ce que sont les violences sexuelles, mais également qui sont les auteurs de violences sexuelles. Et pour le dire très simplement, il va falloir accepter l'idée que dans la grande majorité des situations, la grande majorité des auteurs de violences sexuelles ne sont pas et ne seront probablement jamais identifiés par les autorités. Ce qui va avoir une implication extrêmement importante quant à la portée des modèles explicatifs, des modèles théoriques dominants de l'agression sexuelle, qui sont essentiellement développés à partir d'une population d'individus judiciarisés et condamnés pour violences sexuelles. Au-delà de la question des chiffres, il faut bien évidemment souligner que les violences sexuelles ont des conséquences aussi bien humaines et sociales qui sont considérables. Bien évidemment, on pense à la question des problèmes de santé, qu'il s'agisse de santé somatique ou de santé mentale. On a également de plus en plus de travaux qui documentent des conséquences relatives à des dimensions relatives à la parentalité, avec de possibles conséquences à long ou très long terme. Certains auteurs vont même parler de conséquences transgénérationnelles des violences sexuelles. Et l'OMS documente régulièrement la question du coût des violences sexuelles, avec des travaux qui sont portés notamment en santé publique ou en économie de la santé. Autrement dit, on a un ensemble d'éléments en termes d'ampleur et de conséquences qui rappellent la nécessité de considérer les violences sexuelles comme une problématique de santé publique majeure. Dans ce contexte, et je vais en arriver à la question de la cognition sociale pour laquelle j'ai été invité, l'explication des violences sexuelles occupe une place importante. On va généralement considérer que l'identification des causes des violences sexuelles est une étape indispensable au développement d'une politique efficace de prévention. Bien évidemment, au regard de l'ampleur du phénomène, la question des violences sexuelles a d'abord été abordée à un niveau macro, avec des travaux essentiellement en sociologie, qui se sont intéressés à documenter l'existence d'un contexte social relativement permissif entourant les violences sexuelles, mais qui ont également mis en lumière la manière dont le fonctionnement social peut contribuer à imputer le fardeau des violences sexuelles aux femmes et à induire un sentiment de culpabilité chez les victimes. Je mets ici la référence, qui n'est pas une référence scientifique de Brand-Miller, mais qui a été extrêmement marquante dans la construction de la sociologie féministe en matière de violences sexuelles. Bien évidemment, il y a pléthore de travaux sociologiques sur la question des violences sexuelles, et notamment l'école de sociologie française, et je pense notamment ici aux travaux menés par l'INED sur ces questions-là. Alors en psycho, on est plus modeste. Nous, on va généralement aborder la question des violences sexuelles à un niveau individuel, à un niveau micro, avec l'objectif d'identifier des facteurs étiologiques, qui soient proximaux, distaux, développementaux, ou des facteurs de risque, et plus récemment dans la littérature des facteurs de protection, comme autant de cibles d'une évaluation et d'une prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Et dans ce contexte, dans le champ qu'on va appeler la psychocriminologie, la psycholégale, la psychoforensique, qui n'est pas très très bien définie en France, l'étude de la cognition sociale est un élément incontournable et qui va être un élément central de la très grande majorité des modèles et théories étiologiques de l'agression sexuelle. Je vous en cite quelques-uns, qui sont en fait les modèles toujours dominants dans notre champ, notamment la théorie intégrée de l'agression sexuelle, qui est la théorie intégrée la plus contemporaine et dominante pour expliquer l'agression sexuelle, et qui va faire de la cognition sociale un élément incontournable, et donc par voie de conséquence un élément incontournable de l'évaluation et de la prise en charge, avec un intérêt particulier porté par la recherche à étudier des différences en matière de cognition sociale entre des auteurs d'infractions à caractère sexuel et différents groupes de comparaison, toute différence étant alors attribuée à la nature du passage à l'acte. Avec, pour le dire autrement, une hypothèse en psychologie légale qui est communément admise, que les auteurs d'infractions à caractère sexuel seraient porteurs de cognitions erronées qui expliqueraient au moins en partie le passage à l'acte. Alors,
l'idée n'est pas de prendre connaissance de toutes les informations sur les diapos, mais au moins vous aurez un certain nombre de références, parce que je partagerai bien évidemment ce support sans aucun problème. Quand on va parler de la question de la cognition sociale en matière de délinquance ou d'agression sexuelle, on fait essentiellement référence à 4 composantes. D'abord la question de l'empathie et ou de la théorie de l'esprit, avec dans un certain nombre de travaux une confusion entre ces 2 concepts. Et je mets la référence ici d'une revue systématique sur la question. Également la question de la reconnaissance des émotions, qui va occuper une place importante dans l'explication de l'agression sexuelle, avec à nouveau ici une référence d'une revue systématique qui est, si je reconnais bien les noms, portée d'ailleurs par des collègues lyonnais. La question de la régulation émotionnelle également va occuper une place importante assez tôt dans les modèles explicatifs, avec une extension de la question de la régulation émotionnelle de manière plus générale aux mécanismes d'autorégulation et de la régulation de la réponse sexuelle. Et puis pour ceux qui sont un petit peu familiers avec la population d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, bien évidemment les distorsions cognitives, qui sont dans notre champ définies de manière un petit peu différente que la définition de Beck, à savoir l'ensemble des arguments et des croyances qui ont pour fonction de rationaliser, minimiser, justifier l'agression sexuelle, et qui est fort probablement la composante la plus étudiée et le facteur le plus communément admis comme facteur explicatif des violences sexuelles. Sauf que lorsqu'on s'intéresse un petit peu à cette question-là, les recherches vont offrir un portrait bien plus nuancé du rôle de la cognition sociale dans l'explication de l'agression sexuelle, avec des résultats qui supportent partiellement et parfois très partiellement le rôle de la cognition en matière d'agression sexuelle. Et alors, il y a différentes raisons qui sont invoquées, certaines qui ne sont absolument pas spécifiques à la question des violences sexuelles. Je pense notamment à la question de l'absence de consensus conceptuel et des doutes quant à la validité des opérationnalisations utilisées. Ça, je ne doute pas que des collègues qui travaillent sur la schizophrénie ou le PTSD partagent ces mêmes réticences. On a par contre d'autres raisons invoquées qui sont beaucoup plus spécifiques à la question de la violence sexuelle, et notamment la difficulté à considérer l'hétérogénéité des profils d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, en faisant finalement de la nature de l'infraction le critère de regroupement ou d'homogénéisation. On va d'une certaine manière dans le champ postuler qu'il existerait une forme de recouvrement entre une catégorie infractionnelle, donc définie par le droit, et un ensemble de processus psychologiques et parfois psychopathologiques qui permettraient d'expliquer le passage à l'acte. Il y a également, à mon sens, une autre raison qui reste trop peu souvent invoquée, qui va être la difficulté à considérer l'étude de la violence sexuelle au-delà d'un échantillon très limité et sans doute spécifique d'auteurs de violences sexuelles, à savoir les auteurs judiciarisés. Autrement dit, d'après certains d'entre nous, une des limites majeures des modèles explicatifs dominants est qu'ils n'ont été développés qu'à partir de populations judiciarisées, qu'à partir d'individus rencontrés le plus souvent en détention classique ou dans des institutions de type psychiatrie légale, avec finalement le constat que les résultats nous renseignent peut-être peu ou moins sur la question de la cognition sociale, mais offrent davantage une étude des caractéristiques individuelles des personnes condamnées pour infractions sexuelles. Ce qui va questionner la portée des modèles et des théories dominantes pour expliquer l'agression sexuelle. Pour le dire très clairement, on va constater, et je peux le constater également dans ma pratique, dans des contextes cliniques particuliers, auprès d'auteurs tout aussi particuliers, du moins au regard du fait qu'ils appartiennent à la minorité des individus qui ont été identifiés par les autorités et qui ont été condamnés en milieu fermé. Et vous vous souvenez de cette question du rapport de 1 sur 10. Donc on peut constater, dans ce contexte-là, effectivement des profils cliniques qui vont être dominés par un niveau élevé de distorsion cognitive, un faible niveau d'empathie ou un style attributionnel essentiellement externalisé, d'accord, avec des mécanismes de déresponsabilisation. Et ce qui va justifier pour les modèles explicatifs de faire de ces éléments-là des facteurs étiologiques de l'agression sexuelle, des facteurs de risque de la récidive ou parfois des signes pathognomoniques. Quand on va interroger la question de la portée limitée, finalement, on va s'interroger quant à savoir à quel point ces données-là nous renseignent quant à la cognition sociale et le fonctionnement cognitif qui sous-tendent les violences sexuelles chez une majorité d'auteurs de violences sexuelles qui ne sont pas, ou probablement pas, inquiétés par les autorités. D'accord ? C'est moins vrai pour l'un des trois très récemment.
D'accord ? Mais autrement dit, la question de la portée, c'est celle-ci. Finalement, ce que je sais de ce petit échantillon d'individus, à quel point me renseigne-t-il sur les processus qui sous-tendent le phénomène ? Et derrière cette question-là, il va y avoir la nécessité d'adopter une approche globale pour étendre l'étude de la cognition sociale au-delà des seules populations judiciarisées, avec des personnes qui ne sont pas identifiées par les autorités, mais également en population générale. Par exemple, avant de pouvoir conclure que des auteurs de violences sexuelles présentent un déficit en matière d'empathie à l'égard des victimes de violences sexuelles, quel est le niveau d'empathie à l'égard des victimes sexuelles, de violences sexuelles dans la population générale ? Et je peux vous assurer qu'il n'est pas aussi élevé que ce qu'on aimerait. D'accord ? Autre élément, il va y avoir la nécessité également d'interroger des processus cognitifs qui sous-tendent les violences sexuelles, au-delà de la seule question des différences de différentes composantes de la cognition sociale. Alors, un cadre de référence plutôt opportun et à certains égards élégant pour répondre à ces questions-là va être les modèles de traitement de l'information sociale. Alors, les modèles de traitement de l'information sociale, ça renvoie à un champ à part entière de la cognition sociale, où on va décrire les violences sexuelles, à l'instar de tout comportement social, comme le résultat d'une séquence d'opérations mentales allant de l'encodage d'informations en provenance de l'environnement jusqu'à la sélection d'une réponse et la mise en œuvre comportementale de cette réponse. On a plusieurs modèles, d'où le pluriel, mais on considère généralement qu'un des modèles dominants est celui qui a été proposé par Crick et Dodge, et en particulier depuis sa révision dans le courant des années 2000 par Lemeris et Arsenio, qui ont également mis à jour ce modèle-là avec une place importante accordée à la question de la régulation émotionnelle. Alors, l'idée, et j'espère que c'est assez lisible, derrière les modèles de traitement de l'information sociale, va être que les informations et les indices en provenance de l'environnement sont traités au cours de 6 étapes, et ce de manière consécutive, en passant de la question de l'encodage des indices aussi bien internes et externes, la première étape, à la question de l'interprétation des indices, et notamment l'attribution d'intention, à la clarification des objectifs, la génération de réponses alternatives comprises comme un ensemble de réponses permettant d'atteindre plus ou moins efficacement les objectifs, l'évaluation et le choix d'une réponse optimale, et la dernière étape qu'on oublie souvent de documenter en psychologie mais qui occupe une place importante par exemple en criminologie, qui est la mise en œuvre de la réponse. Autrement dit, il y a généralement un gap entre une intention comportementale et sa mise en œuvre dans un comportement effectif. Dans un modèle comme celui-là, différentes composantes de la cognition sociale vont pouvoir participer au traitement de l'information sociale à une ou plusieurs de ces étapes. Il va, par exemple, être communément admis que la question de la reconnaissance des émotions occupe une place importante à l'étape d'encodage des indices. De la même manière que la question du style attributionnel est réputée jouer un rôle important à l'étape 2 d'interprétation des indices, qui amène notamment à attribuer des intentions. La grande force des modèles de traitement de l'information sociale, ça va être de pouvoir donc articuler la question de l'étude des différences interindividuelles en matière de cognition sociale avec une étude des effets de la cognition aux différentes étapes du traitement de l'information sociale et finalement documenter comment s'opère le traitement de l'information sociale en matière de violences sexuelles, et autrement dit, de passer de la seule identification d'un ensemble de facteurs de risque à s'intéresser à la manière dont des facteurs situationnels, émotionnels, cognitifs vont actualiser, activer des facteurs de risque individuels et par ce biais précipiter le passage à l'acte. Un rôle important, et après, promis, je vous donne un certain nombre de résultats, mais il est quand même important, et vous le verrez que ça occupe une place importante dans les résultats disponibles. Les modèles de traitement de l'information sociale donnent une place extrêmement importante à la question des structures de connaissances au regard de l'influence supposée de ces structures aux différentes étapes du traitement de l'information sociale. Quand on parle de structures de connaissances, on parle essentiellement de schémas cognitifs ou de théories implicites qui sont souvent utilisées de manière interchangeable, même s'il y a quelques nuances entre ces concepts-là. Mais pour faire très simple, on parle de contenu ou d'association de contenus cognitifs enracinés en mémoire à long terme et qui sont le résultat des expériences de vie des individus, mais également, et ça va être particulièrement important à garder en tête sur la question des violences sexuelles,
le résultat des normes sociales et des normes culturelles dans lesquelles les personnes grandissent. Okay. Et ces expériences-là vont amener à construire un réseau de connaissances interconnectés et d'associations de contenus qui vont être responsables de biais dans la sélection et l'interprétation des informations sociales au travers de mécanismes classiques d'ancrage, d'attention sélective, de par le fait que ces processus-là ont une dimension automatique, au sens de l'automaticité. Donc quand on va parler d'effets sur le traitement de l'information sociale, on va par exemple documenter des effets sur nos croyances envers certains groupes ou certaines personnes, ou également un effet sur nos perceptions dans certaines situations sociales. Bien évidemment, il existe une certaine variabilité interindividuelle ou un certain niveau d'enracinement de ces structures de connaissances, mais il est intéressant de souligner qu'elles vont constituer une ressource d'autant plus importante lorsque les individus sont soumis à des informations ambiguës ou lorsqu'ils sont soumis à des contraintes temporelles, à l'instar d'un temps limité pour traiter l'information ou d'un état émotionnel particulièrement intense que le système n'arriverait pas à réguler. Juste une petite mention pour les personnes ici qui connaissent le champ des violences sexuelles. On va parler, par exemple, pour violences sexuelles, davantage de théories implicites, qui sont une autre manière de décrire des structures de connaissances, qui se caractérisent toutefois par une validité prédictive extrêmement forte sur la manière de comprendre une interaction sociale, qui peuvent exister à différents niveaux d'abstraction. On peut avoir des théories implicites sur les individus en général, comment les individus se comportent dans un colloque comme celui du Gré-Paco, des représentations sur certains individus, comment les étudiants se comportent dans un colloque comme celui-là, ou à certains individus en particulier, comment mon étudiante ou la doctorante que je supervise se comporte dans un congrès comme celui-là. Ce qui est important à souligner, c'est la cohérence extrêmement forte des théories implicites et des structures de connaissances qui va impliquer que leur révision ne peut s'opérer qu'après l'expérience répétée d'informations inconsistantes sans que ce soit nécessairement suffisant. Et on reviendra sur ça en termes d'implication pratique. Alors, quelques résultats maintenant pour vous illustrer la question de la cognition sociale et des violences sexuelles au-delà des populations judiciarisées. Dans un premier ensemble de travaux, finalement assez classiques, on a cherché, la recherche a cherché à documenter l'association entre différentes composantes de la cognition sociale et les violences sexuelles. Plusieurs travaux portent ou ont porté notamment sur la question de la régulation émotionnelle. Okay. Avec un intérêt, il faut quand même le reconnaître, sur essentiellement la question de la régulation des émotions négatives. On a très peu de travaux, par exemple, sur la question de la régulation des émotions positives. Et on va identifier un certain nombre d'effets qui vont renvoyer à la question de l'urgence négative, la question de l'impulsivité impliquée dans les violences sexuelles, mais peut-être de manière aussi intéressante pour la question de l'intervention et de la prise en charge, l'effet différentiel de différentes stratégies de régulation, avec la suppression expressive qui apparaît davantage comme un facteur de risque de violence sexuelle, là où la réévaluation cognitive serait un mécanisme de protection en matière de violence sexuelle. Je vais passer rapidement le temps passant, mais c'est un mécanisme qu'on a mis à l'épreuve dans le cadre de la thèse de Maxime Escarguel avec une manipulation expérimentale des stratégies de régulation émotionnelle. Et je me permets de souligner ça dans la mesure où on le verra, une des grandes limites de ce champ de littérature autour de la cognition sociale est que la plupart des études ont des devis qui sont corrélationnels ou transversaux, donc avec une difficulté à spécifier la nature de la relation qu'on documente. Également, la question de l'empathie, qui a été étudiée et qui est associée à la question des violences sexuelles, avec peut-être un résultat surprenant, en tout cas moi qui m'a surpris mais qui fait du sens, mais finalement dans la très grande majorité des études, lorsqu'on documente une association entre l'empathie et les violences sexuelles, ce n'est pas en tant que facteur de risque, mais c'est le plus souvent en tant que facteur de protection, avec dans la grande majorité des études l'existence d'un effet buffering, d'un effet tampon, de modération, c'est-à-dire que l'empathie n'a un effet de protection qu'en présence de certains facteurs de risque. Et on a quelques études qui vont documenter un effet de promotion, autrement dit, indépendamment du profil de risque, l'empathie serait bon pour tout le monde et tout le temps. Je
m'étais amusé à faire une petite animation que j'aurais pas le temps de passer. Désolé, je vous la montre quand même parce que ça demande un peu de travail tout ça. Mais je vais passer sur la question de la promotion et de la modération. C'est pour ça. Du coup, je vais accélérer. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette animation-là, d'accord ? On a du boulot. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur la question des structures de connaissances. En fait, c'est l'essentiel de la littérature quand on interroge la cognition sociale, avec un ensemble de travaux centraux dans notre champ qui ont été menés par l'équipe de Murnane autour de ce qu'on va appeler de ce que les auteurs ont appelé l'idéologie masculine, qui va être finalement un noyau de structure de connaissances qui va être composé de différentes sous-dimensions, la domination envers les femmes, l'hostilité envers les femmes, etc., avec, dans l'objectif de leur méta-analyse de 2002, documenter la taille d'effet de ces différentes composantes, avec certaines composantes qui ont une taille d'effet qui peut être qualifiée de forte, d'autres modérées et d'autres de beaucoup plus faibles. Une des composantes ou une des structures de connaissances qui a particulièrement été étudiée et qui est sans doute la plus étudiée, par exemple, vous voyez sur la taille d'effet de l'adhésion mythe du viol, on parle quasiment de 6000 participants, pour les autres on parle d'un peu moins de 1000 participants. C'est la question de l'adhésion au mythe du viol qui renvoie, pour être clair sur ces questions-là, sur des croyances préjudiciables ou erronées quant aux violences sexuelles, aux victimes ou à leurs auteurs, et qui contribue à minimiser la gravité des faits, diminuer la responsabilité des auteurs ou tenir pour responsables les victimes. Alors, dans un travaux beaucoup plus récent avec ma collègue Dominique Trottier, on a cherché à mettre à jour la relation entre adhésion au mythe du viol et violence sexuelle, à la fois donc pour mettre à jour les travaux de Murnane qui remontent à plus de 20 ans, mais on s'intéressait de manière aussi périphérique à savoir si la relation, la taille des faits variait en fonction des mesures qu'on utilisait pour l'adhésion au mythe du viol ou pour les violences sexuelles. Et juste pour les résultats principaux, on va soutenir l'existence d'une relation d'une taille d'effet modérée, tout comme les travaux de Murnane, qui sont comparables chez les hommes et chez les femmes, et également comparables au travers des 3 décennies que couvrent les études recensées. Autrement dit, en 30 ans, la relation entre adhésion au mythe du viol et violence sexuelle n'a pas évolué. Un élément intéressant que je me permets de souligner, ça va être la question de l'âge, qui est apparu comme un facteur modérateur de cette relation-là, avec un enracinement et une taille d'effet qui semblerait plus forte, plus l'âge avance. Ce qui est finalement cohérent avec la question des structures de connaissances, à savoir qu'elles s'enracineraient et qu'elles seraient d'autant plus accessibles avec le temps si elles ne sont pas déconstruites. Et donc qui doit nous sensibiliser sur les mécanismes de prévention. Maintenant, si on interroge sur le dernier quart d'heure qui reste la question du traitement de l'information sociale à proprement parler, autrement dit, finalement, moins documenter des différences interindividuelles, mais davantage s'intéresser à la manière dont s'opère le traitement de l'information sociale et à l'effet de la cognition sociale à différentes étapes, on peut faire mention des travaux qui ont porté sur la question de la perception des intentions sexuelles, qui est l'un des objets cognitifs les plus utilisés lorsqu'on parle de traitement de l'information sociale, et qui renvoie finalement à un processus qui doit rendre compte de la manière dont on oriente le jugement et la prise de décision sur l'intention sexuelle d'un individu. Autrement dit, dans le cadre d'une interaction sexuelle, comment je juge et je décide, ou j'attribue à la personne qui est en face de moi, une intention sociale, un intérêt social à maintenir une interaction, éventuellement l'expression d'un intérêt sexuel ou l'expression d'un consentement sexuel. 40, c'est ça ? C'est dur, Georges, mais d'accord, je respecte les règles. Depuis les travaux Princeps d'Antonia Abbey, on a un certain nombre de travaux qui sont consistants sur ces questions-là, à savoir que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de commettre des erreurs dans la perception des intentions exprimées. Et je vous le donne en mille, lorsqu'on parle d'erreurs commises par les hommes ont davantage tendance à attribuer des intentions sexuelles aux femmes que ne le font les femmes pourtant exposées à la même situation sociale. Également, on a des travaux qui, bien que plus inconsistants, laissent à penser que les personnes présentant des antécédents de violences sexuelles rapporteraient davantage de perceptions erronées. Alors, il faut juste souligner qu'une des limites régulièrement rapportées sur ces questions-là va être le manque de validité écologique des opérationnalisations qui sont utilisées. Généralement, on décrit des interactions entre un homme et une femme à l'aide d'une vignette, une petite histoire écrite, beaucoup plus rarement à partir de photos, par définition statique. Et aussi, pour répondre à cette question-là, on a, avec des collègues, développé et validé un ensemble de stimuli vidéo pour étudier la perception des intentions sexuelles à partir
partir du travail de 2 comédiennes professionnelles à qui on a demandé de jouer un certain nombre d'intentions sexuelles qui pouvaient être caractérisées soit par leur valence, positive ou négative, ou par leur intensité. Et l'objectif de ce travail que je vous présente là, l'objectif de ce travail-là était de pouvoir rendre compte de la capacité à identifier correctement des différentes intentions sexuelles et donc finalement à pouvoir mieux situer où existeraient éventuellement des difficultés en matière de reconnaissance des intentions. Donc classiquement, dans ces devis-là, on demande aux individus d'identifier le plus rapidement possible si la personne est intéressée ou pas par poursuivre l'interaction. On documente le temps de réaction et à la fin de la vidéo qui dure 16 secondes, on invite les personnes éventuellement à réviser ou à confirmer leur choix, ce qui permet de documenter un mécanisme d'accumulation d'informations. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte que finalement, ce que vous voyez absolument pas avec ces diagrammes-là, c'est que les hommes ne présentaient pas de difficultés générales sur les intentions sexuelles, mais ça dépendait de la nature de l'intention. Autrement dit, sur la partie ici haute, et on peut s'intéresser juste à la courbe bleue du temps de réaction et de la première réponse le plus rapidement possible. Lorsqu'on parle d'un intérêt sexuel ou d'un refus, on a un taux de reconnaissance qui est quasi parfait. D'accord ? Les choses se compliquent lorsqu'on va diminuer l'intensité d'une intention avec un taux de reconnaissance d'un intérêt, ce qu'on appelle d'une séduction, qui est moins bonne, mais qui reste qui reste très correcte aux alentours, me semble-t-il, des 85% de bonnes réponses. Par contre, en matière de reconnaissance d'une absence d'intérêt, on a une véritable difficulté à reconnaître cette intention-là, avec finalement une proportion de bonnes réponses qui n'est pas statistiquement différente de celle qu'on obtiendrait avec le hasard. Et même lorsque les individus identifient correctement cette intention, leur temps de réaction est extrêmement lent. Là où pour des intentions à forte intensité, on a besoin seulement de quelques secondes, on a presque besoin de 10 secondes pour identifier correctement cette intention. Autrement dit, cette observation, et je vais aller vite sur ça, souligne que dans un certain nombre de contextes, des indices par lesquels des femmes expriment leur intention, ce qu'elles souhaitent, peuvent ne pas être perçus, ou perçus et ignorés, on aura éventuellement cette discussion-là plus tard, alors qu'ils doivent agir comme des signes d'inhibition de nouveaux comportements sexuels. Pour pousser un petit peu plus en avant, dans un certain nombre de recherches, on a pu interroger par exemple la question de l'effet de l'alcool sur le traitement de l'information sociale. L'alcool étant un des facteurs de risque les mieux documentés en matière de violence sexuelle, on s'est intéressé à l'effet de l'alcool sur la perception du consentement sexuel, avec une manipulation d'intoxication explicite des personnes qui montaient quasiment à 1 gramme. D'accord ? Et avec un groupe de comparaison. Donc qu'est-ce qui se passe sur la capacité d'identifier le consentement sexuel lorsque les gens boivent ? Finalement, les individus qui ont consommé de l'alcool ont davantage de difficultés à percevoir l'absence de consentement sexuel ou mettent davantage de temps à identifier une absence de consentement sexuel, mais seulement chez des individus qui vont adhérer au-delà d'un certain niveau à l'adhésion au mythe du viol. Autrement dit, pour le dire différemment, l'alcool n'a aucun effet chez des individus qui n'adhèrent pas au mythe du viol. Et ça aussi, c'est un élément qui peut avoir des implications pratiques. L'alcool est régulièrement avancé comme une excuse par les auteurs, régulièrement comprise comme un caractère qui va minimiser la gravité des faits, d'accord ? Et va être également mobilisé auprès des victimes pour les blâmer. Si s'est passé quelque chose, c'est parce que tu n'as pas été suffisamment clair alors qu'il avait bu. Ce qu'on documente ici clairement, c'est même des individus quasiment à 1 gramme n'ont pas de difficulté à reconnaître une absence de consentement sexuel lorsqu'ils n'adhèrent pas au-delà d'un certain niveau au mythe du viol. Et donc, il va y avoir un vrai... C'est pas 45, non ? Tu veux 40 plutôt ? Non, okay. Il va y avoir une vraie différence à comprendre entre la question de la perception correcte d'une intention et sa prise en compte. Je passe du coup plus rapidement pour respecter le temps de 40 minutes. J'avais calibré sur 45, mais je vais essayer de démontrer mes capacités d'inhibition qui sont pas très bonnes, mais là je donne tout. Déjà que j'ai pas montré mon animation, c'est très triste. On pourrait documenter ça dans d'autres domaines sur la clarification des objectifs ou les réponses alternatives, mais peut-être pour synthétiser un petit peu ces résultats et en arriver à la question des implications. Donc, vous l'avez compris, la cognition sociale occupe une place importante dans l'explication des violences sexuelles. C'est un élément central dans beaucoup de théories explicatives en psychologie forensique, avec un questionnement quant à la portée des modèles et des théories dominantes.
J'ai essayé de mettre en avant la pertinence d'adopter une approche beaucoup plus globale pour mieux comprendre les processus de traitement de l'information sociale, mais également, j'ai pas eu le temps de revenir sur ça, se prémunir d'un risque de surspécification, voire de naturalisation dans l'explication des violences sexuelles. Un rapide survol des résultats permet de documenter l'existence d'une association entre différents domaines de la cognition sociale et les violences sexuelles, avec également en population générale, et pour que cet élément soit au moins mentionné, l'effet de la cognition sociale également sur la perception des violences sexuelles et sur la tolérance des violences sexuelles, autrement dit chez les tout venants. Les individus sans avoir commis des faits de violences sexuelles, lorsqu'ils adhèrent davantage à des structures de connaissances qui tolèrent les violences sexuelles, vont avoir tendance à blâmer davantage les victimes, beaucoup moins blâmer les auteurs, remettre en question la crédibilité des victimes, moins reconnaître un possible trauma, quelque chose d'assez surprenant, vont attribuer un plaisir qu'aurait pris la victime dans le cadre de l'agression sexuelle. D'accord ? Donc on a un effet aussi de la cognition sociale au-delà de la perpétration. Un certain nombre de limites à documenter, et je vais aller très très vite sur ça. Les principales limites, gardées en tête, sont que l'essentiel des résultats repose sur des devis corrélationnels ou transversaux, avec finalement assez peu d'études expérimentales. Elles existent, mais elles sont beaucoup moins importantes. Et puis on pourrait aussi questionner de manière légitime la pertinence des modèles de traitement de l'information sociale qui cherchent à décomposer en étapes un processus éminemment complexe, et on a le droit de questionner le fait de savoir si vraiment le fonctionnement cognitif ça fonctionne en 6 étapes consécutives l'une à la suite des autres. Quelques implications pour terminer sur les 2 minutes qui me restent. C'est ça, Georges ? C'est vrai, sur peut-être les 2 minutes 30, t'es gentil, Georges. Alors, bien évidemment, il y a 2 implications principales sur lesquelles je vais essayer de revenir. Un intérêt d'une évaluation multidimensionnelle de la cognition sociale pour la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Les données vont dans ce sens-là. Maintenant, une fois qu'on dit ça, la question va se poser quant à savoir quelles seraient les composantes principales, mais également quelle batterie standardisée pour évaluer ces cognitions-là. Et ces réflexions-là ne sont pas propres aux violences sexuelles. Je regarde Jessica qui m'a fait connaître l'initiative SCOPE en matière de schizophrénie, donc on se rend compte que ces questions-là sont transversales à d'autres champs d'application. Bien évidemment, il va être essentiel d'envisager une étude systématique de la cognition sociale chez 2 échantillons d'auteurs de violences sexuelles, à savoir ceux judiciarisés et ceux qui ne sont pas judiciarisés, pour savoir s'il existe de différences entre ces groupes, et si oui, est-ce qu'on va devoir qualifier ces différences en termes d'intensité ou en termes de fonctionnement qualitativement distinct. Et autre élément important souligné par les résultats, qui va être la question du rôle important des structures de connaissances dans les violences sexuelles, qui est un résultat finalement extrêmement cohérent avec les modèles socioculturels des violences sexuelles, qui rappelle que le chemin est encore long et qu'il est difficile de penser un travail sur les structures de connaissances sans réfléchir à un changement de fonctionnement social, mais qui dans le même temps offre des cibles d'intervention pour des programmes de prévention, qu'il s'agisse de prévention primaire et secondaire. Et pour un petit peu pointer la lumière au bout du tunnel, on a quand même plusieurs résultats qui laissent à penser à l'efficacité de la prévention des violences sexuelles chez les adolescents et les jeunes adultes. Je pense notamment à la méta-analyse de Pioloni chez les adolescents, qui a recensé 20 essais randomisés avec un petit échantillon d'à peu près 40 000 adolescents, et qui arrive à documenter une réduction des violences sexuelles de l'ordre de 17%, avec des programmes de prévention dont l'essence de ces programmes repose sur un travail autour des structures de connaissances. On a des résultats similaires dans le cadre d'une revue systématique auprès d'un échantillon un peu plus âgé, à savoir les 15-24 ans. Également, à souligner la forte interrelation entre les structures de connaissances, qui va être une source propice à penser des programmes de prévention dès le plus jeune âge. Autrement dit, on peut penser la prévention des violences sexuelles avant même de parler des violences sexuelles ou de la sexualité. On a ici, par exemple, avec ma collègue Caroline Dezombre, documenté les effets de la semaine de prévention de l'égalité filles-garçons sur l'Académie de Lille, donc auprès de 1200 élèves de primaire, avec finalement une capacité limitée mais significative de réduire les stéréotypes de genre, qui sont également associés aux violences sexuelles, chez des élèves du primaire. Bien évidemment,
d'autres programmes, d'autres initiatives beaucoup plus ambitieuses doivent être saluées. Et je pense ici notamment au programme BOAT, qui est porté par le CHU de Montpellier, en particulier le docteur Mathieu Lacambre, qui adopte explicitement une approche populationnelle pour articuler les mécanismes de prévention des violences sexuelles avec des actions de promotion de la santé sexuelle. On a un projet multicentrique qui est actuellement en cours de déploiement avec un intérêt particulier qui va être porté quant aux effets, mais aussi à leur maintien dans le temps. Je terminerai simplement en signalant également sur la question d'autres composantes des violences sexuelles, de la cognition sociale en lien avec les violences sexuelles, l'empathie, la régulation émotionnelle, peut-être un intérêt à aller chercher du côté de ce qu'on appelle des programmes transdiagnostiques qui se développent pour la question de la santé mentale chez les enfants, mais qui pourraient également avoir un intérêt en matière de violences sexuelles. Je passerai très rapidement en remerciant les collègues, collaborateurs et étudiants avec qui on a mené ces travaux-là. Vous avez vu que lâchement, j'ai cité personne et comme ça, je n'oublie personne. Et également un certain nombre de financeurs qui ont permis de mener ces travaux aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et avec 2 minutes de retard, je vous remercie pour votre attention. Merci Mathilde pour cette présentation. 42 minutes, 16 secondes et 680 millièmes de seconde. Usain Bolt peut bien. Merci pour ce très joli panorama et avec différentes données empiriques qui nous renseignent sur effectivement les violences sexuelles et le rôle de la cognition sociale. On passe maintenant aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Qui n'a pas de questions? Des questions? Allez-y. Oui? Valentin. Bonjour messieurs et dames. C'est un énorme plaisir pour moi de participer à cette présentation. J'aimerais vous dire merci parce que c'est ma première fois d'entendre ces thématiques. Maintenant, parler de cognition sociale sur un sujet qui me semble très sensible, qui m'a amené moi-même plusieurs fois à me dire est-ce qu'il est plutôt possible de parler de crimes sexuels plutôt que de simples violences sexuelles. Même si on est en psychopatho, il m'arrive plusieurs fois de me dire que pour des sujets aussi sensibles, l'opinion publique mériterait d'employer les concepts qui se rapprochent plus de la quantité de souffrance que vont vivre les victimes. Donc, de ce fait, moi, je me demande plutôt si, au lieu de concentrer les recherches sur les auteurs de crimes par la voie du sexe, par la voie de la sexualité, on disait plutôt quel profil psychopathologique établir auprès des victimes elles-mêmes. Est-ce que les victimes ne pourraient pas nous renseigner? Mon effort clinique me permet, moi, de me poser la question de la suggestionnabilité des victimes que j'ai moi-même accompagnées en contexte médico-légal. Je suis David Domgué, j'interviens à la prison centrale du Niobel au Cameroun. Donc, je m'intéresse maintenant aussi à quel est le fonctionnement psychologique des victimes elles-mêmes. Et je me demande si cela vous a, vous aussi, attiré de l'intérêt. Merci. Merci pour votre question, pour votre ensemble de questions. Alors effectivement, comment on va dénommer les comportements, c'est une vraie question. Alors dans le droit français, on parle d'infraction, on va distinguer les délits et les crimes, au regard notamment du rapport à la pénétration ou à la non-pénétration dans le cadre de violences sexuelles. Dans le cadre des travaux, nous, on va parler généralement plus de violences sexuelles pour intégrer des comportements qui sont judiciarisés, des infractions, mais aussi des comportements non judiciarisés. Et après, effectivement, la sous-question que vous posez est le fait qu'on ne peut pas établir de proportionnalité entre une dénomination et les conséquences chez les personnes victimes.
La question du profil psychopathologique, elle est extrêmement intéressante, aussi bien chez les auteurs que chez les victimes. Il faut quand même souligner chez les auteurs que les violences sexuelles ne sont pas un diagnostic de santé mentale. C'est une catégorie pénale. Et c'était ça le sens de la remise en question d'un recouvrement entre une catégorisation infractionnelle et l'existence supposée de processus psychologiques qui expliqueraient la nature des infractions. Ça en viendrait finalement à se dire pourquoi on ne développerait pas une psychologie ou une psychopathologie du voleur de bagnole ou du voleur d'autoradio. Après tout, c'est une catégorie pénale à part. Bien évidemment, dans un certain nombre de profils, il va y avoir de la comorbidité, en tout cas de la co-association entre une infraction et un profil pathologique particulier. Et pour répondre à votre question sur la question des victimes, tout à fait, on a un certain nombre de travaux qui s'intéressent également à la question de la cognition sociale chez les personnes victimes. Je n'ai pas pu en parler au regard du temps imparti, mais je regardais Jessica RS, que j'ai le plaisir de co-superviser avec Elodie Barra, qui sont au premier rang comme des personnes très attentives. Et justement, Jessica mène une thèse sur la question de la cognition sociale chez les personnes victimes de violences sexuelles, avec l'objectif de développer un protocole de remédiation cognitive. Une autre question, ici, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Je me demandais, dans vos perspectives de recherche futures, il y avait évalué la différence personnes judiciarisées versus non judiciarisées. Pourtant, quand on parlait de judiciarisation ou pas, vous disiez que c'était pas tellement, que c'était plutôt, est-ce que la victime est amenée à parler des faits et condamner les faits, plutôt que des caractéristiques individuelles. Voilà. Et donc je me demandais, pourquoi est-ce qu'on fait l'hypothèse qu'il y aurait une différence entre personnes judiciarisées et non judiciarisées? Oui, merci pour votre question. C'est parce que dans la majorité des raisons des classements sans suite, c'est avec le manque de preuves, ou qu'on va considérer que les éléments ne sont pas suffisamment graves pour justifier des poursuites. Donc autrement dit, on a d'autres situations de violence sexuelle qui vont se caractériser par suffisamment de preuves ou par une perception du droit que les éléments sont suffisamment graves pour justifier. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que chez ces auteurs-là, les situations de violence sexuelle présentent des caractéristiques criminologiques distinctes d'autres situations et qui pourraient éventuellement expliquer qu'on ait des profils différents. Gardez en tête qu'on a 10% des 10% qui vont se retrouver condamnés, et sachant qu'un certain nombre de condamnations n'ont pas lieu en milieu fermé. On peut avoir aussi des condamnations en milieu ouvert. Je ne parle pas du tout d'un acteur célèbre français, d'accord ? Mais donc ça va être vraiment un échantillon très particulier qu'on va retrouver en détention. Effectivement, pour avoir travaillé en SMPR, pour avoir travaillé en centre de détention, on va avoir un profil clinique qui est quand même particulier et qui est marqué par un certain nombre de déficits, et pas que dans le champ de la cognition sociale. La question qui se pose, c'est à quel point c'est représentatif d'autres individus, et s'il y a des différences, est-ce qu'on doit adopter une approche dimensionnelle finalement ou une approche catégorielle ? D'accord. Parce que moi, je me demandais si ce que vous disiez à la vue des chiffres, c'était plutôt que, en fait, il y en avait qui s'étaient fait prendre et d'autres qui s'étaient pas fait prendre, pour grossir un peu. Ok. Et non, c'est que même quand les gens vont porter plainte, les personnes victimes sont très peu suivies par le parquet. Merci. D'autres questions ? Bonjour. Merci, Monsieur Benbourich, pour votre conférence. Alors, j'ai noté 2 questions. Alors, la première, est-ce que ces modèles et ces théories-là sont transposables à la violence plutôt sexuelle conjugale? Et deuxième question, alors, je m'intéresse surtout à la théorie de l'esprit. Quelle est sa place dans le traitement de ces informations sociales? Et merci. Merci. Oui, les modèles sont tout à fait transposables. Ce sont des modèles qui ont été initialement développés même pour comprendre le développement de l'agression et de l'agressivité chez les enfants. Et on ne parle pas ici de faits extrêmes de violence, se bagarrer, se pousser dans la cour, qui ont été déclinés à la question du harcèlement, du cyberharcèlement. Donc c'est une des forces des modèles, c'est leur dimension heuristique et leur parcimonie. C'est aussi une des limites des modèles. Plus les modèles sont parcimonieux, plus on peut se poser la question légitimement de leur pertinence pour certains comportements, certaines situations.
Et la théorie de l'esprit, nous, alors avec une autre doctorante que j'ai le plaisir de superviser qui s'appelle Sarah Tibbles, on a publié en janvier un papier en fait qui articule le rôle de la théorie de l'esprit et de l'empathie pour distinguer ces deux concepts et éviter une confusion, qu'on a essayé d'articuler en fait aux différentes étapes du traitement de l'information sociale, avec finalement une théorie de l'esprit qui serait essentiellement en fait sur les deux premières étapes, là où l'empathie va davantage se répartir sur les autres étapes. Donc c'est la manière en fait dans laquelle on a essayé de distinguer ces concepts-là, sachant qu'il faut quand même le dire que la théorie de l'esprit souffre en tout cas dans le champ de la littérature, d'une grande difficulté conceptuelle et aussi opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser parfois des tâches développées pour la reconnaissance des émotions et on va considérer que c'est de la théorie de l'esprit, etc. Donc on a un espèce là de serpent de mer autour de ça et qui nécessite aussi un travail conceptuel assez important. Il reste du temps pour une dernière question. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question, elle est plutôt d'ordre méthodologique. En fait, on a vu que dans une population toute venante d'auteurs de violences sexuelles, en fait, la question que je me pose, c'est qu'il y a quand même un gros biais de désirabilité sociale. Et donc, voilà, donc à un moment, vous avez mentionné que vous avez mesuré l'adhésion au mythe du viol. Et en fait, je me demandais comment vous avez fait pour ça, comment déjouer un peu ce biais-là qui est, à mon avis, très très fort dans cette population. Oui, vous avez tout à fait raison et ça fait partie, et merci pour votre question, ça fait partie justement des éléments qui doivent inviter à la prudence et les questions autour de l'opérationnalisation qu'on utilise sur cette question-là, mais de manière générale sur l'utilisation de questionnaires auto-rapportés sur ces aspects-là. Alors généralement, l'adhésion au mythe du viol va être documentée avec des questionnaires auto-rapportés de type échelle de Likert, avec une mesure contrôle de désirabilité sociale, je le dis en souriant, mais parce que c'est aussi un questionnaire auto-rapporté, donc on contrôle la désirabilité sociale, un questionnaire auto-rapporté avec un autre questionnaire auto-rapporté. Et en fait, généralement, on va moins s'intéresser au niveau d'adhésion qu'au niveau de refus. Autrement dit, on documente généralement des personnes qui sont tous en désaccord avec les items, mais les populations à risque sont moins en désaccord avec certains items. Ce qui est utilisé pour interpréter une plus forte adhésion ou un rejet moins important, mais qui, d'un point de vue conceptuel, doit nous interroger. Parce que finalement, on documente réellement l'adhésion au mythe du viol ou à d'autres éléments. Voilà. Après, effectivement, ça fait partie des limites en fait, de ces travaux-là. On cherche à la contrôler. La question, c'est qu'on arrive vraiment à contrôler le biais de désirabilité sociale. Mais voilà, à l'inverse, on est toujours aussi surpris d'en arriver à documenter dans des études de prévalence 20 à 40% de perpétration. Alors qu'on se dit, ça va peut-être être moins justement au regard de la désirabilité sociale. Donc voilà, si vous prenez à peu près tous les articles qu'on écrit, que Georges écrit sur ça, c'est probablement dans les limites de tous les articles sur la question des violences sexuelles, cette question-là. Oui, voilà, parce que justement, je me demandais si vous aviez des idées, quelles alternatives peuvent être utilisées dans ce cadre-là. C'est ça qui est compliqué. Alors, il y a quelques alternatives. Il y a des collègues qui vont avoir développé de l'IAT, des tests d'association implicite. Moi, je travaille un peu en cognition sociale et du coup, on est quelques-uns à avoir des doutes sur la validité conceptuelle de l'IAT. Mais ça se fait. Il va y avoir des collègues, je pense à Gerd Bonner en Allemagne, qui vont essayer de manipuler expérimentalement cette question-là. Donc, on va essayer de contourner ça. Mais à nouveau, quand on est sur des questionnaires auto-rapportés, on documente très rarement de l'adhésion à ces items-là. On va davantage avoir des gens qui sont moins en désaccord que d'autres avec le contenu des questionnaires. Merci. Je vous en prie. Merci. On va clore ici la première conférence plénière. Ah, on avait une dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Oui. Une seconde. Une minute. Je ne suis pas du tout du champ. Pourquoi on parle, ça fait écho à ce qui a été dit par mon collègue tout à l'heure ici en haut. Pourquoi on parle de mythe du viol et pas de culture du viol? Mais peut-être que, voilà. Ouais, non, c'est une très bonne question, Joël. En fait, ça va juste être un champ différent. C'est-à-dire que la référence à la culture du viol, elle va davantage être en fait utilisée dans le champ de la socio, et la question des mythes du viol davantage dans le champ de la psycho. Mais il y a une porosité extrêmement forte et il y a quasiment un recouvrement conceptuel en fait entre ces deux éléments. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, les travaux de Burt en fait, vont avoir été développés en population générale, et ça cherchait à documenter en fait les croyances erronées
notamment des avocats et des officiers de police autour des violences sexuelles. Donc il y avait cette idée de c'est quoi un viol d'après vous versus le viol dans la réalité. Donc il y avait cette idée de mythe qui a été, c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, présenté par Burt avec des guillemets en fait, historiquement sur ces aspects-là. Merci. Eh bien, merci Mathilde, merci Bertie.